Bonjour, Gmara Ali, psychologue clinicien et psychothérapeute, responsable du pôle psychologie au sein de la clinique des Jardins, centre privé de santé mentale. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'addiction. L'addiction est tout d'abord une addiction comportementale, mais aussi une addiction aux substances. Quand on dit une addiction aux substances, on sait très bien qu'on parle de drogues, telles que la nicotine, l'alcool, le cannabis, la cocaïne ou les benzodiazépines. Addiction comportementale, on peut notamment trouver les addictions au jeu, donc le jeu pathologique, l'achat compulsif, les addictions sexuelles, etc. Alors, tout d'abord, cette addiction-là, on y trouve pas mal de facteurs. Les premiers facteurs, ce qu'on appelle des facteurs déclencheurs. Par la suite, on trouve ce qu'on appelle des facteurs de maintien et bien évidemment des conséquences. Commençons par ces facteurs déclencheurs. Un facteur déclencheur peut se représenter par un besoin d'appartenance, une envie de découvrir, une simple curiosité, mais aussi gérer des choses dont on n'est toujours pas conscient. Les facteurs de maintien. Que veut-on dire par un facteur de maintien? Un facteur de maintien est un facteur qui maintient ce comportement addict ou dépendant et qui est bien évidemment motivé par des traumas qui peuvent révéler de l'enfance ou bien des traumas qu'on vit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Prenons par exemple une personne qui a connu beaucoup d'années de consommation. Elle a décidé un jour d'arrêter. Elle a fait un grand travail sur elle, elle s'est prise en charge et a fini par, on va dire, sortir de cette boucle. Après quelques mois, cette personne rechute. On se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi une telle rechute? On trouve parmi ces facteurs qui encouragent la rechute un facteur environnemental. On est là pour ça. La société n'a toujours pas conscience du vécu de la personne, toujours pas conscience de toutes les choses par lesquelles la personne passe, ainsi elle la juge. La stigmatisation représente l'un des facteurs les plus coriaces qui encouragent la rechute, et donc on est là pour expliquer ça par des psychoéducations, par des méthodes assez spécifiques et thérapeutiques. On va donner un exemple, comme ça tout le monde pourrait notamment s'identifier. Si quelqu'un, par exemple, subit un accident grave, et qu'il se fasse opérer au niveau du pied et qu'il mette un plâtre. À un certain moment, cette personne sera obligée de l'enlever. Bien évidemment, elle aura droit à des séances de rééducation. Le kiné va bien évidemment travailler sur la jambe et non sur la béquille, chose que la plupart des personnes ne font pas. Ils travaillent sur la substance en soi, le comportement en soi, sans pour autant travailler sur la raison qui motive ou qui maintient ce comportement. Le rôle du psychologue et du psychiatre sont pour non seulement atténuer les symptômes du sevrage, qui sont bien évidemment les symptômes du manque, mais aussi travailler sur de nouveaux objectifs qui pourraient motiver un besoin ou de nouvelles sources de dopamine, ainsi faire éviter une rechute vers n'importe quelle substance ou comportement addict. Il faut aussi noter que toute personne souffrant de cette problématique est consciente de son incapacité et sa vulnérabilité face à la chose. Il faut aussi savoir que cette personne a envie et a une grande volonté d'arrêter. Mais la volonté ne suffit pas. Et la volonté est là pour pousser la personne à faire le premier pas. Il y a des personnes qui arrivent à gérer ça par eux-mêmes, il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Il faut noter, il n'y a pas de mal à dire que j'ai besoin d'aide, la personne a besoin d'encouragement. Il faut aussi noter que l'un des facteurs les plus importants, c'est la stigmatisation. Que veut-on dire par une stigmatisation? Une étiquette qu'on met pour une personne qui a bien évidemment connu une période négative, on va dire, de sa vie, et donc elle est jugée par le monde. Cette personne a inconsciemment ce besoin d'être valorisée et appréciée par les autres. Ainsi, elle ne se reconnaît plus. Elle aura tendance à faire pas mal de choses pour être acceptée par les autres, sans pour autant faire des choses pour s'accepter elle-même et s'aimer elle-même. Donc, le psychologue est là pour montrer à cette personne quelles sont ses capacités, pour montrer aussi à cette personne qu'elle n'a besoin ni de substances, ni de comportements répétitifs pour se valoriser. En parlant de comportement, ce qui change un peu de la substance, c'est que les comportements répétitifs sont parfois motivés par ce besoin de se protéger. Il y a toujours une peur qui est derrière. Aussi pour la substance, elle est utilisée pour cacher cette peur. L'être humain a peur de faire face à certaines souffrances, a peur de faire face à certains traumas qu'il a, on va dire, refoulés. Et donc, il utilise la substance pour, on va dire, les oublier, pour se calmer. Tout cela rentre dans le registre de ce qu'on appelle des pensées permissives. Ce sont des pensées que l'être humain utilise pour justifier un comportement dont il est conscient qu'il n'est pas bénéfique pour lui ou pour son environnement. Parmi les conséquences d'une dépendance, qu'elle soit aux substances ou bien comportementales, c'est l'environnement. La première des choses, l'être humain s'isole. Il se crée ce qu'on appelle sa zone de confort, qui par la suite devient sa propre prison.
Il éradique tout le monde, il choisit l'isolement, personne n'a raison, et seul lui qui sait ce qu'il faut. À un certain moment, quand cette personne prend conscience que son environnement a toujours voulu son bien, le travail thérapeutique va commencer. Il faut encourager cette personne, la valoriser, mais aussi la pousser à créer de minimes objectifs qui pourraient engendrer sa motivation et la pousser à se créer beaucoup plus grands objectifs. Bien évidemment, ce n'est pas un travail facile, mais ce n'est pas impossible. Il faut une certaine persévérance. L'être humain est responsable de sa propre vie. Quand vous êtes pris en charge, le psychiatre représentera 10%. Le thérapeute représentera 10%. Vous représentez les 80%. Vous êtes acteur de votre propre vie. Vous êtes là pour vous gérer vous-même. Si vous ne prenez pas cette décision, personne ne pourra la faire à votre place. Pour toute personne n'ayant toujours pas pris conscience de la gravité de son comportement ou de son habitude, tout ce qu'un thérapeute pourrait notamment faire, c'est de la prévention pour la pousser à prendre conscience. Par la suite, la demande devrait bien évidemment venir de cette personne elle-même. En ce qui concerne la prise en charge, plusieurs méthodes sont là. On pourrait notamment trouver ce qu'on appelle un entretien motivationnel, ce qui pourrait mettre en œuvre des objectifs qui motiveraient la personne, mettre en œuvre des objectifs qui pousseraient la personne à arrêter son comportement sans pour autant qu'on lui dise et qui la pousse à prendre conscience des conséquences sans pour autant que l'environnement s'implique. On trouve aussi ce qu'on appelle une thérapie des schémas. On trouve aussi ce qu'on appelle une thérapie cognitivo-comportementale qui engendre non seulement la pensée, mais aussi la réaction. Si un être humain arrive à gérer ses pensées et ses problématiques, il n'aura plus recours à une substance ou un comportement pour les oublier ou les refouler. L'être humain devrait tout d'abord se connaître lui-même, connaître ses limites. Par la suite, il ne se sentira plus vulnérable face à une substance. Il sera capable de gérer et d'arrêter n'importe quel comportement sans pour autant s'affaiblir. Tout être humain est capable de gérer les choses, il a juste besoin d'un encouragement et d'un petit boost. Le psychologue n'est pas là pour donner un conseil, il est là pour illuminer la voie. Chaque être humain a ses propres capacités. Aucune substance ne donnera une nouvelle capacité. Chaque être humain est responsable de lui-même, mais aucun être humain n'a le droit de dire que je n'ai pas besoin d'aide. Chacun de nous a besoin d'aide, que ça soit dans ce registre ou dans un autre. Donc, la clinique et la prise en charge sont là pour ça, pour accompagner la personne dans ce parcours. C'est le parcours qui est important. On a tous le même objectif, mais on n'a pas tous la même histoire. Mais le parcours, on est là pour. Ainsi, je conseille toute personne qui aurait notamment besoin d'une prise en charge ou qui aurait juste des questions à consulter, à demander. Il n'y a pas de mal à faire ça. La société est en train d'évoluer, la société est en train d'accepter de nouvelles choses. Donc, il faut faire le pas. Aucune personne n'a le droit de rester dans une boucle qui est néfaste pour elle ou pour son environnement. Toute personne a besoin d'un bonheur. Merci.